Bonjour, merci de vous joindre à cette table ronde. On va commencer. Il y a d'autres ateliers qui sont en train de terminer, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. On va démarrer immédiatement. On va parler dans cet atelier, dans cette table ronde, de deux problématiques principales. Les identités, la sécurité des identités, mais surtout ramener au monde de la PME, voire de l'ETI. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est pas de faire des choses de très haut niveau au sens grand compte, problématique grand compte sur la gestion des identités, mais plutôt d'avoir une approche extrêmement pragmatique sur ce qu'on peut faire dans des entreprises de taille intermédiaire ou dans des petites structures et comprendre ensemble en fait l'importance des identités lorsqu'on veut un peu sécuriser son système d'information. Pour ce, je serai brillamment accompagné de 3 personnes qui vont se présenter et qui vont m'aider à animer cette table ronde et à partager avec vous leur expérience et pourquoi pas leurs conseils que vous pourrez appliquer dans vos organisations. Émilie, je te laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous. Vous entendez bien, ça va? Ok. Apparemment, vous avez froid, non? Ok. Non, mais c'est important que vous soyez dans de bonnes conditions pour écouter cette table ronde. Donc, je suis Émilie Bonnefoy, je suis la cofondatrice et la CEO d'Open Sésame. Nous, on est éditeur de logiciels de cybersécurité spécialisés dans la gestion des accès et des identités. Et on construit des architectures de confiance grâce à une expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle, justement appliquée aux accès et aux identités. Merci. Hervé, est-ce que tu veux nous dire 2 mots? Bonjour à toutes et à tous. Donc Hervé Thibault, je travaille chez Medsys, donc je représenterai la partie intégrateur. Donc alors comme fonction, comme toi Sylvain, j'ai stratégie dans ma fonction, donc on n'a pas de métier. Non, j'interviens aussi sur des grands projets de sécurisation, notamment autour de l'identité. Bonjour, moi c'est Olivier Liévins, donc je suis le client, je suis en témoignage et je suis l'utilisateur final. Et donc je suis DSI d'une agence de l'État qui s'appelle Business France. Business France est une agence de l'État qui aide les entreprises françaises à exporter à l'étranger et les groupes étrangers à investir en France. Et on est assez connu pour ceux qui sont plus jeunes pour le VIE, puisque c'est l'organisme qui gère le volontariat international en entreprise, donc les jeunes entre 18 ans et 28 ans qui font entre 6 mois et 24 mois à l'étranger. Donc Business France, pour répondre un peu au sujet, PME ETI, donc nous on est 1400 personnes réparties dans 53 pays à travers le monde. Et c'est toi qui traites les sujets. Merci Olivier. Donc oui, l'idée de cette table ronde, c'était aussi de réunir des acteurs, des identités, mais dans des structures de typologie différentes. À la fois avoir la vision éditeur, la vision intégrateur, expertise, et la vision en fait client final, utilisateur. Donc c'est ça l'intérêt de ces tables rondes, c'est de pouvoir réunir un peu des visions, des prismes qui vont venir se compléter et qui vont nous donner un certain nombre d'éléments concernant les identités. Alors, on parle de PME, PMI, ETI, sécurité des identités. Très simple, Olivier. Dans ton monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comment ça se concrétise chez toi si on parle ou si on évoque la sécurité des identités dans ton entreprise? Alors déjà, oui, sur l'identité dans le cadre PME-ETI, mais dans les petites structures, pendant très longtemps, l'identité n'était pas un vrai enjeu, enfin était un enjeu, mais un enjeu assez technique. Mais pas un enjeu forcément à la taille de l'entreprise, qui était plutôt réservé, on voyait ça sur les grands groupes, en se disant, tiens, c'est des sujets de grands groupes, et puis en plus, il y a des chefs de projet identité, des choses comme ça. Donc nous, PME, ETI, on travaille un peu. En plus, en général, c'était l'informatique qui le gérait, puisque c'était l'identité. En fait, on ne parlait pas d'identité, on parlait tu as un accès ou tu n'as pas un accès à l'informatique. Et là, donc, tu as un accès, pas d'accès à l'informatique. C'est géré par le service informatique qui va te mettre un compte ou pas. Ces dernières années est arrivé plusieurs choses. Déjà, l'ouverture des SI. Donc, c'est plus du tout la même chose de gérer une identité dans une structure qui est
entre soi ou un serveur de messagerie qui n'est pas forcément connecté à Internet, ou tout du moins l'accès à l'interface du serveur de messagerie qui n'est pas connecté, à des organisations qui maintenant, même si elles sont petites, se doivent d'être ouvertes. Donc on a un login mot de passe. Le login mot de passe, il peut être joué à n'importe quel endroit, sur n'importe quel device, et on doit pouvoir accéder à nos données parce qu'on est en télétravail, parce qu'on est en déplacement. Plus aucun collaborateur ou plus aucun salarié ne comprendrait « Ah bah tiens, t'es pas dans les locaux de l'entreprise, tu peux pas poser tes congés, ah t'es pas dans les locaux de l'entreprise, tu peux pas consulter tes emails ». Ça c'est vrai pour toutes les entreprises et même maintenant sur l'industrie, parce que pendant très longtemps, dans l'industrie, déjà l'identité dans l'industrie, les gens qui travaillent sur une machine-outil, c'était des comptes, il n'y avait déjà pas de compte souvent, ou s'il y avait un compte... Ou des comptes génériques. Voilà, s'il y avait un compte, c'était un compte générique, et voilà, avec le mot de passe, au pire, voilà, quand c'était pas 1, 2, 3, 4, c'était un mot de passe sur le post-it ou sous le clavier. Donc même le monde de l'industrie est amené à gérer ce sujet d'identité. Donc c'est devenu un sujet qui est devenu central. On ne va pas parler de malheur, mais quand on parle de ransomware, quand on parle d'attaque informatique, croyez-moi mon expérience, ça passe toujours par un sujet d'identité, tôt ou tard, sujet d'identité manager, identité de compte de service ou autre chose, mais il y a forcément un sujet d'identité dans tout ce qui est attaque. Donc il y a un sujet de sécurité, il y a un sujet de conformité. Il n'y a encore pas très longtemps, on déposait ses congés, des fois on envoyait un mail à son boss ou même des fois c'était encore papier. Là maintenant on est forcément dans des process, on a besoin de faire une demande d'achat, même dans une petite entité, on va vous faire passer par SAP ou autre. Donc finalement le login mot de passe, ou du moins le fait de savoir qui est derrière sa machine et qui demande quoi, est devenu primordial. Et donc ça c'est devenu un cas pour tout le monde. Et même en suivant, quand on est dans une petite structure, on est forcément sous-traitant d'une grosse structure. Donc, sans parler de Nice 2, parce qu'on va beaucoup en parler, je suppose, là, mais sans ramener la cavalerie, de toute façon, on est souvent aussi des donneurs d'ordre d'autres entités qui demandent à ce qu'on soit réglo en termes d'identité. D'autres entités, oui, mais d'autres entreprises qui demandent à ce qu'on soit bon en termes d'identité. Et donc, ce phénomène-là, ce sujet de l'identité est devenu central, même pour les petites structures. Et il n'est pas que informatique, il n'est pas que SI, il n'est pas que sécurité, il est RH, et comment l'ARH, dans les petites entités, il n'y a pas forcément de direction juridique, mais comment les RH, les directions juridiques, les directions achats, comment tout le monde aussi se met autour de la table pour... que le système d'identité marche, que celui qui fait une action est bien celui qui doit faire l'action, qu'on soit en capacité de prouver, bah oui, c'est bien un tel qui a déposé ses congés, c'est pas son voisin de bureau qui a fait des blagues et qui a déposé l'identité. On a tous fait les croissants, on a tous fait le croissantage dans notre jeunesse en disant, bah tiens, je vais prendre le compte du voisin d'à côté, puis je vais dire, j'envoie des croissants à tout le monde. Ça fait plus rigoler personne, ça fait payer encore quelques croissants, mais ça fait plus rigoler personne, et ce sujet de l'identité est devenu important, et d'ailleurs, les RH vous octroient une augmentation, vous vous envoyez un email, donc du coup, vous n'avez pas forcément envie que le voisin d'à côté avec les croissants voit votre augmentation. Donc ces sujets un peu d'identité vraiment devenus centrales dans les entreprises et même pour les petites structures. Et oui, alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que historiquement, la gestion des identités, comme le disait Olivier, était plutôt du domaine de la DSI et de l'IT. Et en fait, on a vu au fil des ans une fusion, ou on va dire une correspondance entre le monde de la sécurité et le monde de l'identité. C'est-à-dire que de plus en plus, au fil des années, en fait, petit à petit, les identités sont venues un élément central de la politique de sécurité, ce qui a changé aussi l'identité des donneurs d'ordre, ce qui a changé un peu les responsabilités au sens entreprise du terme. Et Émilie, toi, au niveau de... Alors, toi, tu fournis des solutions, tu dialogues avec des entreprises de toute taille. Si tu prends le sujet ETI, PME, c'est quoi pour toi les challenges les plus compliqués en termes de gestion d'identité et de sécurité des identités ? Je dirais, pour rebondir sur ce que tu t'évoquais, je pense que la question des process et de l'intégration des métiers est évidemment un gros sujet. C'est-à-dire que nous, on est éditeur de logiciels, mais fondamentalement, ce qui fait que les utilisateurs
vont accepter de remplacer le couple traditionnel identifiant mot de passe par notamment de l'authentification multifacteur. Ça repose évidemment sur de l'adhésion et souvent sur de la connaissance des problématiques auxquelles sont exposés les utilisateurs au quotidien. Donc il y a toujours cette balance très forte entre la sécurisation, qui est devenue indispensable pour toutes les raisons qu'on évoquait, hein, c'est-à-dire la digitalisation des process, le travail à distance, les assurances cyber qui de plus en plus imposent du MFA, y compris parfois des PME, des ETI en raison de la nature de leur activité et des informations sensibles qu'elles peuvent stocker, etc. Qui peuvent, ou en raison d'attaques. Et donc, ça, c'est vraiment un sujet, c'est comment j'équilibre une sécurité renforcée avec la simplicité d'usage et l'acceptation par les utilisateurs de nouvelles procédures ou de nouvelles solutions. Et puis, le sujet du déploiement, je pense qu'on va en parler, hein. On est souvent... donc nous, on déploie nos solutions dans des secteurs variés. Ça va de la défense à la sécurité, en passant par le secteur de la santé, celui des assurances. Donc avec des degrés de maturité qui peuvent être très variés chez les utilisateurs et dans les services IT. On a des clients qui ont des experts en transformation digitale, qui ont un RSSI, et d'autres qui ont juste un DSI qui fait un peu tout. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est comment on trouve le bon équilibre dans ça. Et donc ça, c'est vraiment un point important. L'autre point, c'est la prise de conscience des risques, enfin l'évaluation des risques en amont. Et ça, on voit aussi que c'est un peu compliqué souvent dans les PME ou les ETI, qui peuvent être un peu démunis, je dirais, face aux injonctions légales ou face aux exigences que peuvent avoir, par exemple, des donneurs d'ordre. Nous, on travaille avec des sous-traitants de la défense. Aujourd'hui, par exemple, donc qui sont parfois de taille modeste. Aujourd'hui, la DGA impose à ses sous-traitants la mise en place de mesures de protection. Typiquement, parfois c'est compliqué pour elles, alors qu'on est souvent dans des organisations avec des cas d'usage qui sont un peu compliqués au quotidien, quoi. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis ensuite, les questions budgétaires, je pense qu'on en parlera là aussi. La prise de conscience du risque et les moyens derrière qu'on peut mettre en œuvre peuvent être assez inégaux. Et même si aujourd'hui il y a des dispositifs qui existent, notamment de la BPI, qui peuvent aider les organisations à augmenter leur résilience face aux risques cyber, c'est-à-dire faire du diag et puis ensuite de la remédiation. Maintenant, très clairement, ça a quand même un coût de se faire accompagner et de déployer ce type de solution. Et si on fait le focus sur un dépendant de la gestion des identités, et si on parle authentification forte, alors juste petit rappel, hein, quand on parle d'authentification forte ou d'authentification multifacteur, on sous-entend de ne pas utiliser uniquement un login et un mot de passe, mais d'associer à ça autre chose. Donc le autre chose peut varier, mais l'idée c'est d'avoir une authentification avec plusieurs facteurs généralement. Donc un token physique, un logiciel, votre téléphone portable, etc. Dans le monde de la PME-PMI, c'est pour toi, Émilie, l'authentification multifacteur, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà rentré dans les mœurs ou pas encore ? Alors, globalement, de plus en plus, en particulier parce que l'ANSSI, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine ici,
a fait quand même un gros travail de pédagogie autour de l'importance de l'authentification multifacteur qui franchement aujourd'hui est quand même le degré 0 pour sécuriser les accès, au moins pour les admins, mais il y a effectivement aussi la question des sous-traitants, enfin de l'ensemble des partenaires. Nous, on voit déjà, on est sollicité aujourd'hui par des organisations qui, je pense, il y a quelques années, ne se seraient même pas posé la question. Le driven, il est quand même souvent, soit malheureusement des organisations qui ont été victimes d'une attaque, et donc dans l'analyse de l'attaque, on voit qu'effectivement, dans 80% des cas, il y a une compromission des identifiants et des mots de passe. Les attaquants sont entrés, ont latéralisé, puis ensuite ont commis du ransomware, par exemple. Et donc, soit dans ce cas-là, soit le driven peut être légal et réglementaire. On a parlé de NIS 2, mais il peut y avoir aussi des réglementations sectorielles, type règlement DORA, qui vont pour le secteur des banques, des assurances, de la finance, qui là aussi vont imposer de l'authentification multifacteur. Soit il peut y avoir une prise de conscience dans l'organisation qui manipule des actifs stratégiques ou qui a mis en place un plan de continuité d'activité et qui se dit, donc ça, là aussi ça implique d'avoir fait initialement un audit, une mesure de risque, mais qui se dit, bon, je vais me couvrir contre aujourd'hui ce qui est le risque numéro 1, qui est le risque cyber, et à ce moment-là, en général, l'assureur intègre dans les conditions préalables à une éventuelle prise en charge, à ce moment-là, la mise en place d'authentification multifacteur. Donc tout ça, ça concourt effectivement, je dirais, au déploiement du MFA. Tout le sujet, c'est effectivement comment on déploie ce MFA de la façon la moins douloureuse possible, si je puis dire. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en général, côté admin, ça rentre quand même, enfin, c'est de plus en plus fréquent. Dès qu'on parle d'utilisateurs métiers ou de sous-traitants ou de ce qu'on appelle le Customer Identity Access Management, c'est-à-dire de sécurisation de l'authentification pour des adhérents, pour des utilisateurs finaux grand public, là, effectivement, on voit que ça peut être un peu plus compliqué. Et toi, Olivier, dans ta structure, donc, sans détailler ou sans vendre la mèche sur l'usage qui est fait en termes de cyber chez toi, mais j'imagine qu'il y a une partie qui est basée sur le MFA. Comment ça a été vécu? Les utilisateurs finaux, est-ce qu'ils ont adhéré? Voilà, ça a été compliqué, pas compliqué? C'est quoi ton retour là-dessus? Alors, déjà, oui, on est quand même on est plutôt avancé parce qu'on est présent à l'international. Nos collaborateurs bougent beaucoup, prennent beaucoup l'avion, se déplacent beaucoup dans différents pays ou se résident dans différents pays. Donc déjà, rien qu'à la base de l'exposition, ça fait assez longtemps que sur les sujets de sécurité et donc sur les sujets d'identité, on est plutôt en avance. Donc, néanmoins, donc, juste pour info, sans dévoiler de grands secrets, mais on est en MFA fort, ce qu'on appelle nous MFA fort, c'est du MFA, c'est pas le SMS, c'est du MFA avec évidemment le login mot de passe, mais un deuxième facteur complexe, enfin un deuxième facteur qui est à minima une application d'authentification. Parce que nous, on estime, on estime que le SMS n'est pas un moyen assez sécurisé. Le SIM swapping, vous avez lu dans l'actualité il n'y a pas très longtemps que tous les opérateurs américains, enfin 9 des plus grands opérateurs américains s'étaient fait pirater leur ligne par un acteur chinois qui était capable de voir les conversations, ou tout du moins de voir ce qui se passait sur le réseau, et le réseau SMS n'est pas le réseau le plus sécurisé. Donc voilà pourquoi on est passé le SMS, on a pris la step d'après. Et puis après, il y a le sujet des administrateurs, qui est encore un sujet pour les comptes à privilèges, où nous, c'est obligation d'un token. Token physique, t'entends? Token physique, oui, pardon. Token physique, une clé
pour pas citer la marque, mais une clé USB minimum, qui est, elle, protégée aussi. Et ça, c'est pour tous les comptes à privilèges, puisque pour ceux qui sont de l'IT, après on ne parlera pas que de l'IT, mais pour ceux qui sont de l'IT, vous le savez tous, hein, les attaquants arrivent par n'importe quel endroit. Le premier truc, c'est d'aller choper des comptes à privilèges pour après aller sur le Saint Graal, sur des comptes qui ont des droits très élevés sur l'AD. Donc nous, c'est obligatoirement pour les administrateurs du MFA. Si on rentre un peu dans la technique sur la durée des tokens, la durée des tokens pour les administrateurs sont beaucoup plus courtes. Chez nous, c'est quelques heures, voire quelques dizaines de minutes ou une centaine de minutes pour les administrateurs. Et puis, pour les utilisateurs, on est un peu plus relâche quand même, mais voilà. Donc il y a toute cette chaîne-là où on est vraiment dans des recommandations, on est sur des bonnes pratiques, mais oui. Juste pour revenir sur le MFA Force, ça s'est bien passé chez nous parce qu'on l'a couplé. On a fait énormément, alors c'est de la com. Il y a un vrai besoin aussi d'être s'assurer que les collaborateurs ont confiance en la DSI, parce que sinon ça va être, tiens, la DSI va nous filer encore des trucs, ça va être encore compliqué, c'est encore un gadget, ça sert à rien, ah bah oui, puis donc déjà, si les utilisateurs ont un trust, croient en leur DSI et disent bah ouais, la DSI, en fait, c'est pas bête ce qu'ils nous font, déjà, c'est un énorme atout. Deux, évidemment, il y a de la com, mais derrière la com, nous, on a pris un prisme très perso et pro. Parce que notre com, c'était de dire le MFA et même le MFA fort, c'est un sujet qui touche le compte Business France, mais qui touche aussi vos comptes perso. Votre compte Facebook, votre compte Amazon, votre compte... voilà. Alors, on n'a pas parlé du compte Netflix, parce que le compte Netflix, il est fait pour être partagé avec ses copains. Donc, on a évité celui-là, voilà, avec le même mot de passe. Non, mais plus sérieusement, donc on leur a parlé de leur compte perso, et on leur a dit, ben voilà, sur vos comptes perso, on vous conseille le MFA fort. On a donné quelques exemples pourquoi le MFA pas fort, SMS, pour nous, on estimait que c'était pas assez. Et surtout, on les a encouragés à mettre en place le MFA fort aussi sur le perso. Et mine de rien, quand vous gérez une DSI, vous gérez le support informatique. Quand vous gérez le support informatique, quand vous avez vu sur le support informatique, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viennent au support informatique pour parler de « Ah, mais tiens, je me suis fait piquer de l'argent sur mon compte en banque. Ah, je me suis fait avoir. » Voilà. Et rien que ça, vous avez la vie des gens. C'est un peu comme les médecins. Les gens se livrent un peu au support informatique. Et donc, du coup, vous pouvez capter ça pour après recommuniquer aux utilisateurs. Et sur vos comptes bancaires, MFA fort. Sur vos comptes perso, MFA fort. Et sur votre compte professionnel, MFA fort. Et donc, on a un peu mis ça en avant de dire... Il faut vous protéger votre vie numérique pas que perso, pas que pro, mais aussi perso. Et dans le cadre du pro, on vous explique pourquoi. Et donc beaucoup d'explications d'accompagnants. On faisait du MFA, nous, depuis assez longtemps. Donc je ne peux pas vous donner de métrique. Mais par contre, je peux vous donner le métrique de passer du MFA SMS au MFA fort. Et là, c'était 1400 collaborateurs dans 53 pays qu'il fallait passer, avec une volonté de la DSI et de notre DRH que ça ne soit pas que le coup de bâton, que ça soit les gens le fassent d'eux-mêmes. 90%, entre 90 et 95% des gens l'ont fait d'eux-mêmes en 3 mois. Alors après, avec quand même de l'accompagnement, des fois des emails, des fois on avait fait aussi quelqu'un qu'on avait pris à la DSI qui faisait des appels téléphoniques pour rappeler aux gens « Ah, vous n'êtes pas passé en MFA fort, faites-le s'il vous plaît, on vous explique pourquoi ». Donc ça s'est plutôt bien passé. Après, on a toujours le cas des 10 derniers pourcents où là, il faut un peu courir, voir un peu de bâton. Puis il y a toujours des rebelles, oui, puis j'ai pas de téléphone, et puis je veux pas mélanger vie pro, vie perso. Oui, il existe encore des gens en 2025 qui n'ont pas de téléphone portable, ça peut arriver. Et donc, on traite les derniers récalcitrants par des cas particuliers, par des tokens, des choses comme ça. Donc ça se traite. Toujours hyper casse-pied parce que les 5 ou les 3 derniers pourcents prennent énormément de ressources et d'énergie. Et voilà. Mais donc ça se passe assez bien. Mais vraiment, je pense que le sujet, c'est que les gens ont une confiance en ce pourquoi on les emmène dans l'histoire, pourquoi il faut y aller. 2, bien s'assurer de la com. Et la com, c'est pas juste un email. Le change dans les DSI, c'est fini. C'est plus on envoie un email et les gens par eux-mêmes doivent comprendre ce qu'on leur demande. C'est plein de canaux différents, de l'information, de la communication. Bien soigner notre communication, hein, faire des choses sympas, ludiques. Et puis surtout jouer beaucoup. Alors
jouer, c'est peut-être pas le bon mot, mais travailler sur le pro-perso. De toute façon, l'identité, on parle là dans l'entreprise, l'identité numérique est le bien qu'on doit tous protéger le plus possible. Si vous n'en êtes pas convaincu, donnez-moi votre carte bancaire et votre code de carte bancaire et votre application pour valider les cartes bancaires. Je vais vous montrer tout de suite en quoi ça peut être utile de protéger son identité. Hervé, toi, tu as la chance ou la malchance, je ne sais pas, de rencontrer beaucoup de clients différents, alors, des typologies de clients très différents, des grands comptes, des ETI, des PME. Selon tes observations, quelles sont les menaces liées aux identités les plus courantes? Tu as vraisemblablement également participé à des retours post-attaque ou ce genre de choses. Donc, toi, ton retour sur les risques liés aux identités dans ces entreprises-là, c'est quoi, vu que tu en rencontres beaucoup? Alors, effectivement, alors je vais me focuser sur le sujet d'aujourd'hui, plutôt PME, ETI, mais de toute façon, globalement, on retrouve la même chose à une échelle peut-être un petit peu différente. Alors, je vais revenir back to basics, mode no bullshit, tu sais, comme on aime bien le faire. Derrière le terme identité, piratage de compte. Voilà, je pense que ça va parler à tout le monde. C'est vraiment le gros sujet. Alors, ça, c'est la façon de rentrer. Après, les attaques, ça va prendre un nom comme du ransomware. Ça peut prendre différentes formes. Mais le piratage de compte, alors là, je me retourne vers mes notes déjà parce que j'ai une mauvaise mémoire et puis je veux être sûr de ne pas me tromper. Mais si on reprend l'étude de cybermalveillance, .gouv.fr, donc qui fait référence, les données 2023 qui est sortie en milieu d'année. Pour le segment entreprise, alors il ne différencie pas forcément les grands comptes des entreprises un peu plus petites, mais le piratage de compte, il est sur la première marge du podium, représente 23,5% des demandes d'assistance. Pas forcément les incidents, mais les demandes d'assistance qui leur sont arrivées, et surtout il est en croissance de 26% par rapport à l'année d'avant. Donc effectivement, c'est dire, on l'a évoqué, le phishing, on va récupérer le dark web, récupérer des mots de passe, l'attaque brute force, il y a plein de choses à faire. Ça va prendre des formes, ça va être, suivant les cas, on va faire de... Ça, on le voit plus quand même en PME, c'est le ransomware, tu sais, avec tout ce qui peut être ransomware de service, c'est faire de l'argent. On voit moins les groupes étatiques attaqués pour rompre des services, mais je crois qu'il y avait une session à la supply chain. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de petites, de moyennes entreprises ou encore plus de TI qui interviennent dans la supply chain, et c'est facile en paralysant effectivement un maillon de cette chaîne de paralyser globalement un gros acteur du marché et quelque chose qui peut être stratégique. C'est aussi tout l'intérêt de NIS 2. Et donc il y a cette partie ransomware. Une fois que j'ai récupéré effectivement l'identité, t'en parlais, c'est pas le but ici, mais les mouvements latéraux, je vais récupérer des choses pour récupérer de l'argent, ou un des gros sujets qu'on voit, qui est un gros sujet, mais qu'on voit, qui est moins sensible en PME, qui voit moins, c'est le vol d'informations, l'exfiltration de données. Il y a beaucoup d'IP, de propriété intellectuelle, qui est présent au sein des PME et ETI. Ils n'y sont pas forcément assez sensibles. Et dans plein de cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, le ransomware n'était pas là pour extorquer de l'argent. Alors oui, il y a bien sûr la demande. Il est juste là pour masquer le fait qu'on a volé de la donnée intellectuelle et que la vraie perte pour l'entreprise et la vraie cible des attaquants était là. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, j'animais une conférence tout à l'heure et je donnais en exemple en fait ce qui s'est passé il y a quelques années chez Target aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Target, si vous êtes allé, c'est comme Carrefour ou Leclerc, c'est une grande chaîne de magasins. Et en fait, ils ont été compromis par un tiers, donc une structure beaucoup plus petite, et c'était les mainteneurs de climatisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient donné des accès VPN aux gens qui faisaient la maintenance des climatisations dans les magasins. Et maintenant, dans les clims, il y a des firmware, donc les gars avaient des PC pour mettre à jour les firmware, etc. Et en fait, les attaquants sont passés en volant des identités en fait, de gens qui étaient en fait des mainteneurs de climatisation pour ensuite rebondir sur le site de Target. Et ça, c'est une vraie difficulté globalement dans toutes les entreprises. C'est que oui, on peut sécuriser ses propres identités, on peut sécuriser ses propres accès, mais on a forcément une dépendance avec des tiers. Et ce n'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas la main, on ne peut pas toujours auditer véritablement tous les fournisseurs. Et il y a énormément d'attaques se basant sur les identités qui en fait passent par des identités de tiers qui sont des intervenants chez vous.
Alors, si maintenant on parle un peu on va dire des bonnes pratiques, en restant léger, la base de la base, pour toi, Olivier, si tu devais raisonner et résumer disons, les 2 ou 3 règles de base qu'il faut respecter au niveau de la sécurité des identités dans une structure de type intermédiaire, qu'est-ce que tu conseillerais? Déjà, le sujet de l'identité, c'est surtout si on veut foirer un projet, et donc on l'a foiré nous, donc je vais vous donner des pistes, surtout pas reproduire, c'est de penser que c'est un sujet technique. Nous, on s'est dit, bon, allez, on veut que ce soit un projet, alors, il y a beaucoup d'IT autour de la salle, donc on va pouvoir parler des autres. Nous, on s'est dit, de toute façon, quand on veut qu'un projet avance vite, c'est un projet IT, puis on reste entre IT, puis entre IT, on avance beaucoup plus vite parce que voilà, on sait de quoi on parle et on n'est pas embêté par les autres. Donc on s'est dit, voilà, le sujet de l'identité, c'est un sujet qui est lié au compte informatique, donc on va le prendre que IT, et c'est le meilleur moyen de le foirer, puisque une fois que vous le déployez à l'échelle de l'entreprise, ça ne marche pas du tout. Donc ce n'est pas du tout un projet informatique, c'est un projet que vous devez faire avec le métier. L'idéal, et dans beaucoup de cas, c'est un sujet à faire avec la DRH, la direction des ressources humaines. Il y a le sujet de l'onboarding, de l'offboarding, donc un collaborateur qui arrive, donc il faut lui fournir une identité, et c'est bien la DRH qui a l'information du nom, du prénom, de la personne, qu'est-ce qu'elle va faire, avec qui elle va travailler, quels sont ses niveaux de responsabilité, ses délégations de pouvoir et des choses comme ça. Donc je pense que sur les sujets identité, le premier truc, c'est que ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet métier et qui plus est, surtout des RH. Alors, en fonction des organisations, il peut y avoir la direction juridique, il peut y avoir d'autres directions, mais trouvez-vous un partenaire métier et le côté un peu naturel, c'est le RH. Nous, ce qu'on n'a pas du tout marché, donc on a eu notre projet identité, on s'est dit on va mettre des outils, des trucs ultra performants, ça va être automatisé, ça va être génial, et ça ne marche pas. Puis alors, on peut... Difficulté avec les RH. J'aime beaucoup mes amis RH, mais quand vous discutez avec un RH, nous, on a 1400 collaborateurs. Du coup, on a à peu près 1400 façons de traiter un collaborateur. Hein. Donc, tout ce qu'on déteste, nous, l'informatique, ces dernières années, on veut industrialiser. C'est comme ça qu'on est efficace. Et donc, il y a un cas d'usage, un truc tout bête. Un collaborateur quitte l'entreprise, il n'a plus de compte. Pour nous, ça paraît normal. Quand on est à la DSI, oui, plus de compte, le type, il ne travaille plus pour l'entreprise, il n'est plus dans l'entreprise, il n'a plus le droit. Ah oui, mais non, mais il doit encore faire ses notes de frais, parce qu'il peut depuis être dans l'entreprise, mais encore se faire rembourser. Ah ouais, oui, mais non, mais parce que lui, c'est un cas particulier, il est mis à disposition, mais il va revenir, donc oui, il doit pas... Ah oui, mais il ne faut pas qu'il voit l'opérationnel, mais il a le droit de voir les infos RH, enfin ouais. Donc finalement, vous avez plein de cas particuliers. Si vous voulez ne pas vous rentrer dans un truc trop compliqué qui ne marchera pas, c'est de dialoguer avec vos métiers et de bien travailler la main dans la main avec les métiers. C'est que comme ça que vous arrivez à réussir votre projet. Donc ça, c'est mon énorme conseil, de bien trouver le sponsor métier et avec qui vous avez avancé. Après, sur des côtés un peu plus techniques, c'est essayer de ne pas trop se disperser. Parce qu'il y a plein de façons de voir l'identité. En ce moment, c'est un sujet qui est très à la mode. Et donc, il y a plein de façons de le faire. Que même dans vos équipes IT, tout le monde a sa petite idée. De se dire, voilà, il faut que le projet reste simple. Je ne promeus pas forcément qu'un seul éditeur, mais 90% des entreprises sont basées sur l'AD. Réfléchissez comment ça va s'interfacer à l'AD et en quoi l'AD va vous aider ou va être un peu dans le process. Et commencez pas à réfléchir. AD pour Active Directory. Oui, c'est vrai, pardon, désolé. Donc voilà. Après, si vous n'êtes pas AD, c'est pas grave. Hein. Il y a plein d'autres choses. Il y a le LDAP, il y a plein d'autres façons de faire. Mais essayez de ne pas trop vous disperser au niveau technique. Et puis voilà. Enfin, voilà un peu mes conseils dans un premier temps. Et surtout, même pour des petites structures, il faut essayer de formaliser un peu les choses. Hein. Ce n'est pas une petite structure. Oui. L'arrivée d'un nouveau collaborateur, ça peut, à la machine à café, le personne qui travaille au bureau du personnel dit « Ah bah tiens, il y a un nouveau collaborateur, il s'appelle Jean-Christophe, il vient... » Avant, il y a 20 ans, moi, c'était comme ça. C'était à la machine à café, on filait l'info. Donc non, il faut formaliser un peu le processus. Limite peut-être se dire « Il faut s'outiller ». Mais ne pas penser outil en premier, mais au bout d'un moment de se dire « Ah oui, donc il faut peut-être qu'on s'outille avec un logiciel d'identity management ». Peut-être aussi pour d'autres entités des logiciels de gestion des accès, mais ne pas hésiter à y aller. Avant d'y aller, de bien réfléchir sur les process papier-crayon et de bien s'assurer
La cohésion, en général, c'est la bonne synchronisation avec la direction des ressources humaines et ou les directions juridiques. Pour compléter ce que tu dis, petit aparté qui n'est pas purement lié à sécurité, mais Olivier a levé un point qui est extrêmement important et qu'on retrouvait. Moi, j'ai fait plutôt des projets de gestion des identités toute ma vie. Et en fait, le trigger principal, c'est les RH. C'est la base RH. Le premier endroit, le premier référentiel où vous êtes créé dans une entreprise, avant tout autre système, c'est dans la base RH. Et dans tous les projets d'identité, effectivement, le premier trigger, c'est d'aller chercher des éléments dans la base RH. Et je suis assez d'accord avec toi sur une certaine difficulté parfois à dialoguer avec les équipes RH pour comprendre ce qu'on appelle les profils utilisateurs, c'est-à-dire les catégories d'utilisateurs, comment les gérer ensuite dans les annuaires techniques. Même chez Microsoft, Monde, la base principale qui est le trigger pour créer les identités, c'est la base RH, c'est pas l'Active Directory ou l'Azure Active Directory. C'est vraiment le premier endroit. Donc c'est vraiment un point effectivement important. Hervé, est-ce que tu as des éléments à compléter rapidement sur la partie PME, PMI et tes conseils ? Ouais, alors moi je plus sois complètement Olivier sur la partie où c'est pas un sujet technique. Un compte, ça sert jamais qu'à accéder à une application, hein. Le sujet, c'est bien l'accès à l'application. Alors pour rentrer vraiment sur l'aspect technique, ouais, on l'a évoqué. Tu as sorti le gros mot Active Directory, mais pas que. Il y a vraiment sécuriser le référentiel d'identité. On parlait de tous les mécanismes d'élévation de privilèges. Effectivement, sécuriser les comptes à privilèges. Alors dit comme ça fait un peu stratosphérique et tout, mais c'est dire, j'ai des administrateurs, j'ai des personnes qui créent des comptes, j'ai des personnes qui gèrent les accès à la messagerie, qui donnent des autorisations pour des applications, ça peut être des groupes, hein, LDAP ou des choses comme ça. Tous ces sujets-là, alors ça s'applique aussi aux grands comptes, mais on le voit plus facilement dans les PME où la structure fait que j'ai plus des personnes qui font un petit peu tout. Donc je vais cumuler tout un tas de rôles où c'est très siloté dans les grosses structures. Là, je vais avoir quelqu'un qui fait tout, et donc la tentation est grande que la personne qui fasse tout sur un seul compte, on ne va pas parler d'identité, hein, on va parler sous un seul compte, en fait, elle ait tous les privilèges possibles et imaginables au sein de l'entreprise. Non, ce qu'il faut, c'est aussi dire, tu es admin de messagerie, tu as un compte pour faire l'administration de la messagerie, tu es admin des utilisateurs ou helpdesk pour faire du support, tu as un compte. Alors oui, c'est pénible, parce que derrière, on peut avoir des facteurs qui sont différents, hein, pour les... Mais ça reste un garde-fou qui est hyper important. Et bien sûr, c'est un compte qui n'est pas celui qui a accès à Internet et à la messagerie à titre bureautique. Donc il y a aussi un sujet, on t'a parlé d'AD, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a qui ont peut-être entendu le terme tiering model ou modèle de tiers, où on l'a fait pour, enfin c'est un sujet que tu connais bien, pour des très très grands comptes, et on peut penser que c'est très très grands comptes. On a des modèles, alors oui, c'est un peu moins sécure, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne l'est pas du tout. On sait faire du tiering model, on l'a fait pour des sociétés qui ont 250 utilisateurs. Donc il y a des modèles qui s'appliquent, et c'est super important de siloter tout ça. Monitorer, vous avez dans beaucoup de solutions le suivi des accès, notamment les solutions cloud, tracer pour vérifier que quelqu'un ne s'est pas connecté d'un endroit. C'est assez facile à vérifier, hein, si vous avez un SOC ou même vous accès à la console, ça se ou mettre une alerte, lever une alerte sur un événement, dire tiens, j'ai une personne, les fameux voyages impossibles, enfin tout ça existe dans les consoles qu'il y a. Et le dernier sujet, c'est le dernier conseil, hein, que je donne, c'est la première étape avant de se connecter à une application, c'est déjà de se connecter sur sa machine. Et donc effectivement, il y a, et puis souvent en plus c'est le fameux compte Windows, hein, si on parle de compte Windows, ça peut être un compte Mac, ou un compte AD, mais et on va faire du SSO après pour continuer dans les gros mots, mais effectivement la sécurisation de l'authentification, elle commence par la connexion sur la machine elle-même. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir après. Pour compléter ce que tu disais sur le tiering model, alors désolé, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tiering model Active Directory, venez me voir. À aller voir REE. Moi, j'ai fait plein de déploiements plutôt dans des grands comptes. Et effectivement, on va dire que la plupart des grands comptes, ont un tiering model. Par contre, je suis catastrophé, et je pèse mes mots quand je dis ça, le nombre de gens, de RSSI qui travaillent dans des ETI, des PME, qui m'envoient des messages sur LinkedIn pour me dire j'ai pas le tiering model, par où faut que je commence, mais tu peux même pas imaginer en fait. Donc si vous savez pas ce que c'est, que vous avez un Active Directory
et que vous n'avez pas de tiering model, je vous invite grandement à regarder ce que c'est et à aller échanger, notamment avec Hervé. C'est une des briques essentielles. Deuxième point sur ce que tu disais, quand je faisais des projets de gestion des identités et la sécurité commençait à arriver, quand on parlait de compte à privilèges, j'avais l'habitude en fait de prendre les comptes à privilèges sur l'aspect métier. C'est-à-dire que nous, on raisonne compte à privilèges techniques. On se dit, bah, lui, il a le droit de créer des accès, il a le droit de créer des comptes. Mais en fait, le plus simple, quand vous dialoguez en interne avec les gens des métiers, c'est-à-dire, mais en fait, le gars qui est privilégié, c'est le comptable, c'est quelqu'un qui est RH, etc. Parce que là, ça lui parle. Il se rend compte qu'effectivement, un comptable, il a le droit de faire des virements. Donc, c'est un privilège. Donc, il faut penser compte à privilège, pas simplement sur l'aspect technique, mais sur l'aspect ce que les gens ont le droit de faire et quel est l'impact que ça peut avoir sur le métier. Et c'est généralement beaucoup plus simple quand vous dialoguez avec les RH de leur expliquer le compte à privilège comme ça. Donc quand on dit compte à privilège, attention, ce n'est pas que IT, c'est aussi les comptes à privilège métiers avec des gens qui ont des rôles et des possibilités d'action qui sont très différentes. Si on resserre sur la partie MFA, Émilie, imaginons qu'on ait une structure, on va dire, contrainte en termes de budget qu'on peut avoir dans une PME, PMI. C'est quoi tes conseils pour déployer un MFA avec un budget restreint, mais un truc un peu efficace et ciblé? Bon, je pourrais vous présenter notre plateforme Haute Sésame. Donc, on pourra en parler en dehors de cette table ronde. Plus sérieusement, et pour rebondir sur ce que disaient mes camarades, sur la question budgétaire, ça me paraît indispensable dans une PME, une ETI, d'impliquer le comité de direction. Donc en fait, effectivement, on parlait de DRH ou des différents métiers. La DRH est clé, mais d'autres services peuvent l'être. Et la direction générale, la prise de conscience que, effectivement, la question de la gestion d'identité, que c'est la porte d'entrée des applications du système d'information, de la protection des données essentielles, etc., c'est fondamental. Vous avez peut-être vu passer que récemment, Sage, qui est massivement déployé dans les PME et les ETI, avait été victime de compromission de credentials. Voilà. Et donc, je pense que cette question budgétaire, pour qu'elle résonne, c'est-à-dire pour qu'on considère qu'elle est importante, cruciale, au même titre qu'une campagne de communication, qu'un investissement dans un projet R&D, etc. Il faut absolument qu'elle soit portée auprès de la direction générale. Ça, je pense que c'est vraiment important. L'autre point, quand on est à budget restreint, je pense ce qui est important, c'est de ne pas tout péter et de travailler sur l'interopérabilité. Donc aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui existent et qui s'intègrent, par exemple, en surcouche de Microsoft, en complément, et qui peuvent être une première solution pour déployer l'authentification multifacteur. Et enfin, je dirais, il faut avoir une approche héroïste. C'est-à-dire qu'on a une chance énorme sur notre sujet de la gestion des accès et des identités, qui est qu'on peut matérialiser très facilement un retour sur investissement. Si on prend le taux horaire d'un collaborateur qui doit faire 5 fois un reset de mot de passe, si on prend le coût du service support qui est mobilisé parce que les utilisateurs ont du mal à se connecter, si on prend le coût d'un partenaire qu'on perd parce qu'en fait, on ne peut pas répondre à un appel d'offres sur un marché parce qu'aujourd'hui, le partenaire impose le déploiement de MFA. Donc marché perdu. Si j'ai souscrit à une cyberassurance, que j'ai pas déployé le MFA et que je n'ai pas et que j'ai un contrôle, évidemment, je ne suis pas indemnisée. Voilà, ça, pour moi, si vous arrivez auprès de la direction générale avec
une estimation du retour sur investissement, il y a honnêtement assez peu de chances, alors, sauf dans des cas de situations financières critiques, etc. Mais dans une approche, en fait, en déployant du MFA, je vais vous faire gagner de l'argent, Monsieur le Président, ou Madame la Présidente d'ailleurs, et je peux vous démontrer sur l'année à venir que le déploiement d'authentification forte va vous permettre de faciliter la vie des collaborateurs et donc d'améliorer leurs conditions de travail. Et vous voyez là, dans ce secteur, dans l'IT par exemple, on a du mal à recruter, c'est aussi un game changer. Et en même temps, on va gagner de la productivité. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc je dirais l'interopérabilité et l'approche ROI. Juste quand même, témoignage est véridique, puisque j'ai renégocié fin décembre avec mon cyberassureur. J'ai fait baisser ma prime, ce qui est quand même, vu la tendance du marché. Ma prime a été baissée de 20%, alors, parce que je lui ai présenté tout le plan cyber qu'on avait exécuté au cours de l'année, ce qu'on allait exécuter, et puis lui, il a aussi demandé à un de ses ingénieurs de regarder si ce qu'on présentait sur le PowerPoint correspondait à une réalité. Mais il y a moyen de faire baisser les primes cyber, et moi, c'est 20%, hein, c'est pas, ils m'ont juste donné un petit mot, hein, c'est 20% de baisse sur ma prime cyber pour tout ce qu'on avait montré, et en l'occurrence, c'est pas compliqué, hein, il y a le sujet identité qui est quand même assez central. Il n'y avait pas que celui-là, évidemment, mais le sujet identité est quand même très central sur le sujet, quoi. J'ai même vu du tiering dans des contrats de cyberassurance. Pourquoi ? Oui. Je leur dis, mais pourquoi ? Parce que ça reste quand même très technique. Parce que c'est dans le guide de cyberhygiène de l'ANSSI, voilà, qui est souvent utilisé comme une référence. Donc ils prennent, je ne sais plus combien, 54, enfin un des bouts, etc. Et puis ils cochent toutes les cases, et puis voilà. Au niveau de nos référentiels IT et de nos usages, il y a quand même quelque chose qui a changé depuis maintenant un petit bout de temps. C'est toute la partie cloud. Et donc, on a parlé, Olivier l'a mentionné tout à l'heure, l'ouverture du SI, le fait de se connecter à distance, le fait d'utiliser des ressources qui ne sont plus hébergées dans l'entreprise, mais directement accessibles. Toi, Hervé, dans ton quotidien, alors évidemment, tu fais à la fois des déploiements, des migrations, de la gestion des usages, mais qu'est-ce que ça a changé en fait sur la partie sécurité, identité, l'arrivée du cloud? Et là, pour le coup, c'est un mouvement massif, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une PME, une ETI et un grand groupe. Ouais, donc il y a deux sujets, effectivement. Quand on va parler d'identité cloud, il y a l'identité qui va être utilisée pour accéder à des services cloud, donc type SaaS. Et puis, il y a l'identité en fait, qui va venir d'un fournisseur cloud, type un IDP, ça peut être... principalement entreprise, on va trouver beaucoup de Entra, Azure AD, hein, pour ceux, voilà, des identités Google, ça peut être des identités Facebook, quand on est sur des utilisations. Donc il y a les solutions qui vont venir par le cloud. Alors il y a aussi une chose, c'est que c'est souvent, le premier sujet, on parlait budget, hein, c'est que attention. Il y a souvent plusieurs niveaux, ce qu'on n'a pas forcément. Hein. Quand on a les solutions on-prem, souvent on paye une licence. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. C'est aussi un des pièges auxquels il faut faire attention. Il faut voir tout ce à quoi on a le droit dans tout cet écosystème. Mais les fournisseurs d'identité cloud, pour parler de ce sujet-là, ils fournissent beaucoup plus de choses. On parlait c'est pas juste un gestionnaire de compte. Je vais avoir des mécanismes de protection d'identité. Je rappelle toujours moyennant chose de licence. Donc vous avez vous avez un premier niveau de MFA. Vous avez des choses qui vont pouvoir contrôler les mots de passe. Vous allez avoir des niveaux des solutions de gouvernance, un petit peu d'identité au sens les identités à privilèges. Donc ce qu'on appelle du Just Enough Administration, façon on parlait de ségrégation des rôles. Voilà, je vais avoir effectivement ce qui n'est pas dans AD, j'ai des groupes, en gros je peux tout faire ou je peux rien faire, ou je mets des groupes. Là, il y a des rôles qui sont pré-créés pour faire un tas de choses. Il y a ce qu'on appelle le JITA, Just in Time Administration, tout ce qui est PIM, gestion des identités à privilèges, pour vous dire, je vais attribuer un rôle pendant la journée. Et moyennant peut-être aussi un mécanisme où je vais avoir des gens qui vont valider le fait que je vais avoir ce privilège-là pour un temps donné, ce qui fait que l'attaquant qui va attaquer mon compte
sans parler d'identité, la nuit, de toute façon, il n'aura pas la capacité de faire les choses que je peux faire quand je demande cette élévation de privilège. Et puis le dernier sujet, c'est qu'on va trouver derrière toute la capacité à suivre. Tout ce qui est log, c'est beaucoup plus exploitable. On parlait, les voyages impossibles, vous le voyez. Et c'est d'autant plus important parce qu'effectivement, souvent, on va vous proposer aux utilisateurs, avec tout ce qui est authentification moderne, donc là, c'est pour passer sur les accès aux applications dites SaaS, on va être capable aussi, dans ces fournisseurs d'identité cloud, de faire du SSO pour avoir alors je vais dire des gros mots, mais de l'OpenID Connect, de l'OAuth2, du SAML, pour effectivement aller faire du SSO pour toutes les applications qu'on peut avoir. C'est pratique pour l'utilisateur parce que lui, et on peut renforcer effectivement avec du MFA qui est très très dur ou des méthodes qui sont très contraignantes parce qu'on va lui dire de toute façon tu le fais qu'une fois, moyennant le fait qu'on réaffiche peut-être le prompt du MFA. C'est un sujet pour l'utilisateur, c'est pratique, et pour l'admin c'est pratique parce que à partir d'une seule identité, un compte, vous allez aussi être capable de tracer tous les accès aux applications SaaS, ce qui est impossible à faire avec Active Directory. Voilà. Et dans ton contexte, Olivier, le cloud, ça a changé, j'imagine, pas mal de choses. Il y a le référentiel d'identité dans le cloud, même s'il est peut-être un peu lié avec une brique on-prem ou pas. Mais qu'est-ce que ça a changé dans tes pratiques, toi ? Déjà, le cloud pour les PME, les ETI, sur les sujets de sécurité des identités, permet aux PME et ETI d'avoir accès à des outils qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. Là, tu parlais de conditional access, donc le fait de pouvoir conditionner l'accès au SI en fonction de contexte. Je suis en même temps connecté à Dubaï et en même temps connecté à New York. Je repère que l'adresse IP de Dubaï et l'adresse IP de New York, c'est pas logique que ça soit utilisé en même temps. Du coup, je shutdown les deux, voire j'en shutdown un parce que l'autre, je suis sûr que... Mais c'est des choses comme ça. Une PME, une ETI, avoir une base d'accès, une base de données de toutes les IP mondiales mis à jour, qui marchent. Enfin, je m'en souviens, j'ai travaillé dans une organisation, on n'était pas cloud, pas qu'on ne le voulait pas, mais c'était il y a 20 ans. Donc, du coup, on téléchargeait régulièrement les listes des adresses IP avec les pays, puis pour regarder quand c'était bizarre. Oui, mais quand Orange rachetait une entreprise, des fois, elle rachetait l'adressage IP qu'elle remettait dans un autre pays. Et donc, du coup, on avait des trucs qui arrivaient d'Arménie, alors qu'en fait, les types étaient à Montpellier, et les types étaient réellement à Montpellier. Donc, les solutions cloud permettent aux PME et ETI d'avoir accès à des solutions, à des coûts raisonnables et surtout techniquement. Moi, je pense que dans la salle, il y a pas mal d'informaticiens. Un informaticien de PME et d'ETI peut se marrer à faire des trucs qu'ils font à la Société Générale ou qui est fait chez Airbus. Il y a moyen, avec des logiciels SaaS, pour peu qu'on travaille, qu'on soit formé, qu'on y fasse un peu attention. Mais c'est accessible et c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Faire de l'accès conditionnel, c'est pas compliqué. Faire du MFA quand on a une solution cloud, c'est vraiment pas compliqué. Alors que je peux vous garantir, moi je l'ai fait on-prem, c'est la galère totale. En plus, il faut un serveur de téléphonie qui envoie des SMS. Le truc, il envoie des SMS, mais pas dans tous les pays. Ça coûte hyper cher. Enfin voilà. Le truc, il peut tomber en panne parce qu'il est dans le data center. Et puis voilà. Il y a une coupure d'électricité. La passerelle d'envoi des SMS ne marche plus. Donc le cloud permet ça et surtout permet à des informaticiens d'aller vraiment au bout des possibilités techniques. Mon petit conseil quand même, c'est faites attention parce qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, beaucoup d'éditeurs, donc il ne faut pas se perdre. Faut éviter le syndrome de j'empile les boîtes. Alors avant, on empilait des boîtes dans le data center, maintenant dans le cloud, on empile des souscriptions et puis on empile des trucs et en fait personne regarde. Donc ça, moi en tant que DSI, c'est si on a acheté un truc, on l'exploite à fond, quoi. Et après, on vient me démontrer qu'on doit racheter autre chose parce que la solution couvre pas, parce que ceci, cela. Mais d'abord, à la base, ce qu'on a acheté, on l'exploite à fond. Donc ça, c'est un élément important. Après, je vais un peu plus loin dans ce que tu disais. Le sujet du SSO, pour moi, est primordial. Si on veut vraiment, en termes d'usage et en termes d'usage, embarquer nos utilisateurs, il faut absolument...
un nice to have, c'est un must have. C'est moi, toute application qui arrive chez Business France, si elle n'est pas SSO, c'est pas compliqué, on l'achète même pas et je l'interdis. C'est toute application doit porter maintenant son SSO. Vous êtes, enfin, ça devient impossible à gérer d'avoir des applications. Ah bah tiens, pour me connecter sur le logiciel de comptabilité, j'ai un login mot de passe propre. Et puis sur le logiciel pour déclarer mon temps, déclarer mon badgeage, j'ai un login mot de passe propre. Enfin, le collaborateur, il est perdu. Donc le collaborateur, il doit avoir un seul login mot de passe, un seul contexte MFA, puisqu'on est sur le MFA. Et de ça, ça doit pouvoir lui ouvrir toutes les portes et qu'il n'ait pas à rejouer des logins mots de passe partout, sinon il ne s'en sort pas. Et donc voilà. Et on voit encore trop dans des entreprises. Ah bah oui, non mais ça, l'application pour badger, ah ben non mais l'application pour badger, c'est différent. Ah ben non, puis en plus on la maîtrise pas bien, donc les gens rentrent un autre login mot de passe. Déjà, vous pouvez être sûr et certain que vos collaborateurs, ils vont rentrer... Voilà. Il va peut-être avoir un autre login parce que c'est forcé par le système, mais le mot de passe, ça va être le même. Et en plus, qui plus est, si l'application n'est pas du tout sécurisée, on est à peu près sûr que le mot de passe, il est en clair et il sera récupérable très facilement et on pourra le rejouer. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est le SSO. Et puis, utiliser la puissance du cloud, des éditeurs SaaS, pour pouvoir avoir un panel d'outils à disposition sans se perdre. Ça, faut faire très attention parce que plutôt tendance à tester des trucs et pas aller jusqu'au bout. D'ailleurs, en aparté, on parlait de complexité, mais là, en ce moment, on voit sur les identités, si vous suivez un peu l'actualité, donc il y a le MFA, il y a le passkey maintenant qui arrive. Alors ça, en plus, c'est plutôt poussé par Google. Donc si vous avez un iPhone Google et Apple, les deux poussent le passkey. Donc là, il y a aussi un bon moyen de perdre les utilisateurs parce que entre le login mot de passe, le login plus logiciel d'authentification Authenticator, ou le login mot de passe, mais derrière c'est du Windows Hello ou autre chose et les gens font pas la différence entre mais oui, mais là vous me demandez de pas utiliser mon login mot de passe, mais là je dois rentrer mon login mot de passe alors que derrière c'est des mécanismes d'authentification totalement différents puisqu'on utilise des fois des certificats, on utilise plein d'autres choses derrière qui sécurisent, mais l'utilisateur il voit pas. Et puis alors là, on rajoute une couche en ce moment avec les passkeys, c'est la grande mode des passkeys. L'utilisateur, il ne voit pas toujours la différence. Il y a les sites compatibles, les sites pas compatibles, votre téléphone qui l'est pas. Donc c'est vrai que j'avoue qu'en ce moment, c'est pas simple. Et j'appelle aux éditeurs, et c'est pas tous les éditeurs d'essayer de simplifier, mais pour l'instant, c'est pas simple. Et pour compléter ce que tu dis, effectivement, c'est un point qu'on n'avait pas soulevé, mais le SSO est évidemment devenu quelque chose qui doit être mis en œuvre, d'où l'importance encore plus forte de sécuriser l'identité primaire. C'est-à-dire que là, avec un accès à l'identité primaire qui permet de se connecter, on va dire, à la partie SSO, derrière, j'ouvre toutes les applications et tout l'accès aux données. Donc, je reste convaincu que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécure de le faire comme ça parce qu'on n'a plus qu'une seule identité à protéger. Mais néanmoins, effectivement, le fait d'avoir du SSO, ça veut dire que si on compromet un compte, on ne compromet pas simplement un compte applicatif, mais potentiellement l'accès à l'ensemble des éléments. Et pour illustrer ce que tu disais, quand j'étais plus jeune, quand je m'amusais, je faisais un peu on va dire, l'équivalent de pentest côté identité. Et une fois, en fait, je nommerai pas évidemment par charité chrétienne la grande organisation dans laquelle j'étais, j'avais tout simplement récupéré les mots de passe AD dans un fichier Excel du syndicat. Donc en fait, le comité entreprise, syndicat, ils avaient une application où ils donnaient aux employés la possibilité de réserver du matériel pour le week-end, je sais pas, une tronçonneuse ou un machin. Et donc ils avaient une application web toute pourrie et ils avaient mis les logins mots de passe dans un fichier Excel qui était accessible en read-only par tout le monde. Et évidemment, environ 80% de ces mots de passe pour accéder à l'application du comité entreprise étaient exactement le même que celui qui était dans l'Active Directory. Donc le pentest avait été assez rapide, en fait, au final. Il suffisait d'ouvrir un fichier Excel. Avant de passer à la conclusion, Émilie, je voudrais te donner la parole pour que pour toi, les 1, 2, allez, peut-être 3 conseils rapidement pour vraiment équilibrer l'usage et la sécurité. Parce que c'est quand même un enjeu majeur.
Olivier parlait d'adoption. On voit qu'il y a quand même pas mal de briques techniques potentiellement derrière. Toi, tu es confronté à ce truc-là au travers de ce que tu fais, j'allais dire, quotidiennement, démontrer la facilité d'usage, etc. Pour toi, c'est quoi les enjeux et les conseils pour fournir une solution qui soit fiable, mais qui soit accessible à l'utilisateur final? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Olivier sur vraiment le travail en collaboration avec les métiers. C'est-à-dire qui sont les utilisateurs qui vont au quotidien utiliser le MFA, quelles sont leurs problématiques. C'est vrai que nous, on travaille dans des secteurs pour lesquels il peut y avoir des degrés de maturité extrêmement variés et des cas d'usage. Je peux le citer à titre d'anecdote, un des premiers cas d'usage que nous, on a traité, c'était la sécurisation de l'authentification sur des gilets connectés pour les forces de sécurité. C'est assez évident que les mecs, quand ils enfilent leur gilet, taper un mot de passe à 12 caractères avec un point d'exclamation. Enfin, voilà, vous voyez un peu le sujet. Dans le domaine de la santé aussi, pour du personnel soignant qui utilise des gants, qui, pareil, est confronté à des situations de stress et dont la priorité est très rapidement de connaître l'état de santé du patient, de récupérer la posologie, voilà, donc avec des contraintes qui sont très très fortes. Là aussi, c'est pareil, si on ne trouve pas la bonne solution, ça peut être un peu compliqué. Donc ce qui me paraît, moi, important, c'est effectivement de s'appuyer sur les métiers au quotidien. Ça, je redis, mais c'est hyper important. Donc nous, on ne fait jamais l'impasse sur cette partie-là. On demande toujours à vraiment retravailler avec les métiers les cas d'usage. L'autre point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, alors tu as évoqué, Olivier, les passkeys, dont on parle beaucoup, mais d'une manière générale, ces gros acteurs, nous, on est un éditeur de logiciels souverain. On s'intègre aussi en surcouche de solutions américaines. Après, ça pose aussi tout un tas de questions autour de la souveraineté, de l'autonomie stratégique, dont on ne débattra pas maintenant, mais en tout cas, c'est quand même un petit sujet. Il n'empêche que ces gros acteurs américains ont quand même aussi largement œuvré et ont permis de donner naissance à des protocoles de communication qui aujourd'hui permettent de déployer de l'authentification multifacteur, par exemple sans avoir à utiliser d'applications tierces. Donc c'est ce que permettent de faire par exemple les protocoles FIDO2 qui est à l'origine à l'origine c'est un consortium dans lequel Google, Amazon, voilà, sont très actifs et qui vont permettre d'utiliser de la biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale, en s'appuyant sur les capteurs de biométrie des appareils. Et donc là, c'est assez intéressant pour les utilisateurs parce que ça permet de se connecter de façon transparente aux applications avec des mécanismes de partage de clés et une biométrie qui reste stockée sur la puce de l'appareil. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de mettre en place de l'authentification forte pour des utilisateurs de façon transparente, parfois de façon adaptative. Donc nous, c'est aussi des choses qu'on déploie, c'est-à-dire de l'authentification contextuelle, soit en fonction du niveau de risque ou en fonction du comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut lui demander le moins de choses possible et on peut lui demander un facteur supplémentaire si on analyse qu'il y a un comportement anormal, quelque chose qui, voilà, donc t'évoquais tout à l'heure le voyageur impossible, ça peut être un exemple, c'est-à-dire qu'au lieu de bloquer l'utilisateur, on va lui demander un facteur supplémentaire qui peut être, par exemple, un token ou autre. Donc ça, c'est des choses aussi qui permettent en fait de construire des parcours
adapté vraiment à la fois au profil de l'utilisateur, au niveau de risque, et puis à la situation. Et l'enjeu, je pense, c'est de le faire de façon transparente, c'est-à-dire en évitant vraiment les ruptures dans le parcours de connexion pour les utilisateurs, ça c'est un point important, et puis de le faire vraiment au plus près du métier. Alors juste avant de passer aux questions de la salle, j'ai demandé de façon très courte, 30 secondes, de nous donner un dernier conseil. Alors on va commencer par toi Olivier et on terminera par Émilie. Un dernier conseil très court qui vous semble particulièrement important dans le monde de la PME-ETI pour sécuriser ses identités. Allez, c'est parti, 30 secondes, top chrono. Ça a déjà été dit, mais je vais le redire, et pour l'avoir vécu dans d'autres vies, sur l'Active Directory, si vous en avez un, le tiering model. Mais vraiment, allez-y, il faut absolument y aller. Ça peut paraître compliqué, j'ai envie de dire, c'est plus simple à mettre en place pour une PME ETI que pour un grand groupe parce qu'il y a moins de comptes, parce que vous avez un peu plus de maîtrise. Mais pensez tiering model. Et le tiering model, je vais même aller plus loin. Le tiering model sur votre AD, c'est une philosophie et cette philosophie-là, vous la retrouverez de toute façon dans le cloud. Moi, j'ai du Salesforce où j'ai d'autres acteurs cloud. Et j'ai aussi du tiering model, c'est-à-dire évidemment un compte qui a des privilèges, un compte qui peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas la même chose qu'un autre compte. Et donc du coup, il faut faire des sauts. Le tiering model, c'est des sauts entre différents univers. Il y a l'univers de l'utilisateur normal, l'univers de l'administrateur informatique et l'univers du super administrateur. Et vous le retrouvez dans tous les logiciels, même sur SAP. Pour ceux qui utilisent SAP, vous avez le SAP All qui permet de tout faire. Donc, dans tous les logiciels, il y a forcément ces sujets-là. Et donc, dans tous les logiciels, il y a une philosophie tiering à mettre en œuvre. Et si un éditeur vous dit « Non, mais chez moi, c'est bon, je suis une application Trust, il n'y a pas de souci. » Non, il y a forcément du tiering. Et le tiering, il existe aussi dans le cloud. Et il faut vraiment y penser. C'est un très bon réflexe. Et donc, voilà, allez sur le tiering model. Si jamais dans la salle, il y a des gens qui ont un Active Directory et ne savent pas ce que c'est du tiering model, promis, je pense Sylvain, Émilie ou Hervé ou moi, on prend du temps avec vous, on vous explique, mais non, c'est extrêmement dangereux maintenant d'avoir un système informatique sans tiering model. Et en plus, c'est un peu la vie, je ne sais pas si vous connaissez la chasse au lion. 30 secondes. Oui, c'était 30 secondes. Alors, non, la chasse du lion. La chasse du lion, le but du jeu, quand le lion chasse, c'est pas d'être la plus belle des antilopes et d'être l'antilope qui court le plus vite. Le seul but, c'est d'être l'antilope qui court. Il ne faut surtout pas être l'antilope qui court le moins vite. Et donc, comme tout le monde est passé au tiering, vous êtes les derniers, passez au tiering parce que ça va mal se passer pour vous. Hervé ? Alors, moi, je vais partir sur un sujet qui n'est pas forcément technique, mais c'est la connaissance de son environnement. C'est vrai pour plein de sujets, mais c'est d'autant vrai pour l'identité. C'est dire savoir connaître ses utilisateurs et les applications, si on revient au sujet moins technique, auxquelles ils ont besoin d'accéder pour avoir le fameux zéro trust, le principe du moindre privilège, etc. Et en fait, si on ne fait pas ça, alors pour ceux qui ont pu voir Nice 2, la transposition, ce qui est un peu en cours, les objectifs de sécurité de l'ANSSI, je ne sais pas si ça parle à des gens dans la salle, mais qui ont eu l'occasion de voir les travaux préliminaires de l'ANSSI, ça commence par ça, c'est bien connaître son environnement, un système d'information dit réglementé. Donc, si vous n'avez pas déjà fait cette étape-là, tout le reste, vous pouvez avoir le meilleur outillage du monde, les meilleurs process du monde, ça sera un pansement sur une jambe de bois. Alors on l'a déjà utilisé lors de sessions Identity Days, c'est le principe, et on est en cyberguerre, principe de Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'était connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et en 100 batailles, tu n'en perdras aucune. Voilà. Émilie, pour conclure, un dernier conseil ? Moi, je vais revenir sur l'approche héroïste, c'est-à-dire faites de la protection des identités dans l'entreprise, faites-en un levier de croissance et de retour sur investissement. Donc, je pense que ce mindset-là, de se dire que va gagner mon entreprise si j'investis dans la gestion des accès et des identités, je pense que culturellement, c'est extrêmement important pour convaincre un conseil d'administration, pour convaincre des équipes. Et l'autre point quand même,
c'est penser long terme, penser la croissance de votre entreprise et penser à l'ère des grandes ruptures technologiques. Alors, l'IA, c'est un peu un buzzword. Bon, nous, on a quand même un bon paquet de mathématiciens dans mon équipe, puisqu'on utilise des techniques de mathématiques avancées et de l'IA pour faire notamment de l'authentification multifactorielle, enfin, et contextuelle, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et aujourd'hui, le sujet de l'IA et le sujet bientôt du quantique, enfin ou du post-quantique, qui est déjà là, aboutit à une cybercriminalité complètement exacerbée qui touche les PME, les ETI, avec des attaquants qui d'abord se concentrent sur la gestion des accès des identités. Voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment un sujet important, ce sujet du post-quantique et ce sujet de l'intelligence artificielle et de l'accessibilité des credentials. C'est sûr que les premiers utilisateurs de l'IA, pour l'instant, c'est les attaquants. On est bien d'accord. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions pour nos panélistes. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les sujets, hop. Évitez de faire une chute massive. Oui, bonjour, merci. Qu'en est-il des environnements de recettes? Parce qu'en général, là, il y a des distributions de rôles. Le SSO n'est pas forcément pertinent. Donc la question, en gros, c'est d'avoir une recette équivalente à la partie production. Et comment je fais pour gérer ça? Ça existe? Une recette évidemment, similaire à l'environnement? Olivier, tu veux prendre la réponse? Ouais. Toi qui as une recette ISO périmètre, évidemment, à ton environnement de production. Ben, pas du tout, mais comme tout le monde, on essaye que ça soit le plus ISO possible, mais ça l'est pas. Alors moi, j'ai un environnement de dev, de pré-prod, de qualif et de pré-prod. Donc on en a 3. Donc voilà. Donc ça c'est quand même pour revenir sur nos sujets cloud. Moi je trouve que le cloud ça a quand même apporté la capacité de pouvoir multiplier des environnements, de pouvoir répliquer des environnements une fois qu'on a envie de faire un peu de nettoyage ou autre, de les remettre à jour. Donc ça nous aide beaucoup. Pour revenir, je vais être assez franc sur l'identité. On a un silo d'identité pour la pré-prod et un silo d'identité pour la prod. Et ça, on a une approbation dans un sens, mais on n'a pas. On a une approbation dans un sens, mais pas dans les deux sens. Donc on a quand même cloisonné. Bon, sinon, les sujets de tiering modèle, ça pose des problèmes. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas exactement, mais on connaît nos limites et donc on sait quand même que quand on met en test ou en recette telle partie, il y aura tel sujet qui marchera pas, ou qui sera pas exactement ISO. Et ça, oui, on sait que quand on mettra en prod, on fera très attention à ça. Moi, je pense qu'il y a autant de philosophie d'environnement de test qu'il y a de clients, comme on disait tout à l'heure, et qu'on préfère utiliser les termes de qualif, pré-prod et prod, avec les objectifs, c'est dire si la pré-prod, on est capable d'exporter, théoriquement, ce qu'on voit chez certains clients, on exporte la configuration à l'identique pour la mettre en prod, et c'est le seul canal qui est autorisé. Il n'y a aucune opération manuelle, c'est que de l'automatique en exportant la pré-prod vers la prod. On est forcément ISO. Si c'est pour faire du test, voilà. C'est tout de suite un peu plus varié. Il y avait une question. Bonjour, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, je crois, Madame Émilie. C'est par rapport aux prochaines technologies, qui sont déjà là, entre autres IA, blockchain, etc. Est-ce que vous avez des use cases en termes de protection qui seraient applicables aujourd'hui ou demain, entre guillemets? Nous, on travaille beaucoup avec des laboratoires de recherche. Donc le CNRS plus sur la partie cognitive. Là, on est en train de développer une version de notre solution qui permet à des personnes en situation de handicap visuel de se connecter en toute sécurité. Notamment en utilisant l'empreinte vocale combinée à d'autres facteurs. Et on travaille avec l'INRIA
sur de la biométrie multimodale. Alors, en fait, on l'a évoqué sans parler du terme de zéro trust, mais effectivement, aujourd'hui, dans une philosophie de zéro trust qui fait que personne ne doit avoir accès, sauf exception, sauf autorisation, en fait, ce dont on se rend compte, et dans les attaques que tu évoquais tout à l'heure, qui sont de plus en plus complexes, je pense au type MFA fatigue, qui peuvent, qui aujourd'hui se multiplient, qui peuvent être automatisés. Nous, on avait fait une démo aux Identity Days de compromission vraiment hyper simple en utilisant de l'IA générative pour commettre des attaques de phishing ou ou en commettant des attaques de MFA fatigue. Et donc aujourd'hui, il faut aussi s'appuyer sur des combinaisons qui permettent de lutter efficacement contre la fraude. Donc, tout à l'heure, j'évoquais la question de l'authentification multifacteur contextualisée, c'est-à-dire en fonction du profil de l'utilisateur, du niveau de risque et du contexte, tout simplement. On peut, par exemple, combiner des signaux forts. Donc, des signaux forts, ça va être de la biométrie classique, empreinte digitale, reconnaissance faciale. Tout à l'heure, j'évoquais les protocoles FIDO2. On va combiner ça avec des signaux faibles. Donc, les signaux faibles, ça peut être les caractéristiques d'un appareil, dit de confiance, qu'on va associer. Ça peut être la version de la carte graphique, ça peut être la vélocité de frappe, ça peut être une empreinte vocale, ça peut être tout un ensemble de signaux. Et tout ça, on va le combiner, on va créer une forme de jumeau numérique qui va permettre, avec un certain niveau de confiance ou d'acceptabilité, de vérifier que la personne qui se connecte initialement est bien celle qu'elle prétend être, donc dans la phase de connexion initiale, mais aussi de façon continue. Donc on n'en a pas trop parlé, mais la question de l'authentification continue, par exemple, elle est très intéressante pour des cas de certification dans le domaine de l'éducation, ou dans des cas des contextes de sécurité renforcés. Et ça, aujourd'hui, c'est des solutions qui commencent à prouver leur efficacité quand même pour lutter contre des cas de fraude avancée dans le secteur de la finance, dans le secteur de la défense et de la sécurité, là où, par exemple, pour des PME ou des ETI, il peut y avoir aussi des enjeux de sécurité très, très, très importants, parce que les ressources à protéger sont essentielles, stratégiques. Merci. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir joints pour cette table ronde. Si vous avez des questions, nos panélistes sont bien sûr là pour y répondre. On sera là pour la plupart aujourd'hui et demain. Encore merci et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.